L'intelligence artificielle s'invite dans nos écoles. Entre promesses, craintes et nouvelles pratiques, comment l'aborder en tant que direction ou enseignant ? Dans cet épisode, nous vous dévoilons quelques balises et outils pour cadrer l'usage de l'IA dans vos écoles en compagnie de nos deux invités. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'heure de fourche, le podcast du CEGEC destiné à tous les acteurs de l'enseignement libre catholique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite à la fois enthousiasme et inquiétude, l'intelligence artificielle. Elle bouleverse déjà notre quotidien et l'école n'y échappe pas. Alors comment l'appréhender ? Comment cadrer son utilisation ? Et quelles sont les possibilités d'utilisation de l'IA à l'école ? Ça fait pas mal de questions et pour en discuter, on reçoit aujourd'hui Maxime Duquesnoy et Sonia Gillon. Donc Maxime, tu es technopédagogue pour la direction de l'enseignement pour adultes et Sonia, tu es conseillère en gestion de la connaissance pour le service d'études et d'appui à la direction générale du CEGEC. Ça fait un long titre, est-ce que c'est correct ? Oui, c'est ça. Et donc tous ensemble, on va essayer de clarifier ce que réellement l'intelligence artificielle ou IA, voir ce qu'elle peut apporter à l'école. Mais nous allons aussi parler de ses limites, de ses risques, de la manière dont nous pouvons l'encadrer et en vous présentant 3 documents qui ont été élaborés par un groupe de travail au CEGEC pour guider et accompagner son usage. Salut Maxime, salut Sonia. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cet épisode du podcast qui traite de l'intelligence artificielle à l'école. Je pense qu'en 2025, tout le monde sait, ou presque, ce qu'est l'intelligence artificielle et l'a déjà utilisée. Mais pour partir sur de bonnes bases, est-ce qu'on peut rappeler brièvement ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose de très complexe finalement, l'intelligence artificielle. Si on veut résumer brièvement, c'est en fait un système informatique qui va simuler ce que ferait un cerveau humain, mais à grande échelle. Il va être capable de traiter des milliards de données, de résoudre des problèmes, de produire des images, du texte, de reconnaître des images. Et c'est surtout ce traitement de données à grande échelle et très très rapide qui caractérise l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de ChatGPT, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi toutes les formes ? Est-ce que tu peux nous citer par exemple d'autres types d'intelligence artificielle ? Évidemment, il y en a des dizaines et on ne pourrait pas faire la liste, ce ne serait pas exhaustif. Mais il y a par exemple Copilot, Gemini, NotebookLM, mais aussi des IA comme Mistral, comme Claude. Et derrière tous ces noms d'IA, il y a aussi plusieurs modèles de langage. Et donc, c'est vrai que derrière un terme comme intelligence artificielle, il y a énormément de complexité parce qu'évidemment, il y a différents produits, mais qui eux-mêmes, derrière, cachent différents modèles, des différentes bases de données, et donc vont donner des résultats différents, certains plus spécialisés dans le texte, d'autres dans l'image, comme Midjourney ou Dali, par exemple. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu plus adaptées que d'autres ? On en reparlera sûrement encore après, mais au monde de l'éducation. Je crois qu'on en reparlera tout certainement en effet par la suite. Ce qui est important dans le monde de l'éducation, c'est la protection des données. Et donc, je partirai plus sur une IA est adaptée à l'école si elle rentre dans un cadre institutionnel et qu'elle va justement être adaptée à l'institution scolaire parce qu'elle va préserver les données. Au-delà des performances de l'IA, il y a le côté sécurité des données qui doit primer avant toute chose. Et alors récemment, le CEGEC a élaboré 3 documents sur l'intelligence artificielle pour guider et accompagner les établissements scolaires dans l'utilisation de l'IA. À quoi servent-ils et qu'est-ce qu'ils contiennent exactement ? Oui, tout à fait. Donc, le CEGEC était fortement sollicité par ses pouvoirs organisateurs ou ses directions d'école. Et donc, il a mis sur pied un groupe de travail réunissant des conseillers du service juridique, des centres PMS et évidemment des technopédagogues des différents niveaux d'enseignement afin de produire des documents qui vont aider nos établissements à mettre en place un cadre pour encadrer, guider l'usage de l'IA au sein de leur établissement. Et donc, il y a un premier document qui s'appelle IA et obligations des établissements. Et donc, c'est vraiment le volet juridique, les immanquables à respecter par nos écoles. Il y a ensuite les balises du CEGEC
donc le document s'appelle Balise du CEGEC pour une utilisation responsable des systèmes d'intelligence artificielle au service de l'éducation dans le réseau libre catholique. Et il contient des modèles de charte d'IA à adapter par chaque établissement pour que ce soit conforme à ses pratiques, à ses usages, à ses besoins. Oui, c'est ça peut-être important d'insister là-dessus, c'est un modèle, et enfin, les écoles en font véritablement ce qu'elles veulent, elles se l'approprient, etc., quoi. Exactement. À notre niveau, c'est impossible d'éditer une charte qui conviendrait à chaque établissement. Donc, on est un réseau libre et chaque PO va définir ce qui lui convient, les usages qu'il a envie de promotionner ou au contraire d'interdire. Et en ça, dans la note qu'on a produite, il y a une série de pistes pour que les pouvoirs organisateurs se posent une série de questions et envisagent effectivement quels sont les usages pédagogiques qu'ils veulent promotionner, encadrer, limiter, et également les usages administratifs, puisque l'IA peut aussi soulager certaines tâches administratives. Donc il y a différents modèles de charte, c'est ça, parmi le document. Et donc ça sert aussi à conscientiser chaque personne, donc un professeur, un élève, de finalement son utilisation, de se dire ok, pourquoi j'utilise l'IA, dans quel cadre. C'est vraiment pour cadrer l'utilisation et que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'il y ait des dérives par rapport à l'intelligence artificielle. Exactement. Et déjà, usage de l'IA ou pas d'usage, c'est une première bonne question à se poser, puisque l'usage de l'IA n'est pas sans impact sur l'environnement notamment. Et donc, est-ce que l'usage de l'IA va m'apporter une plus-value? Est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent? Et ensuite, si je suis élève, quelles sont les consignes que mon enseignant a données? Est-ce que je les ai respectées? Est-ce que je les dépasse? Est-ce que je suis capable d'évaluer la production que l'IA me propose et de juger si c'est pertinent, pas pertinent? Est-ce que je suis capable d'expliquer? Donc, par rapport à ça, on a produit une petite checklist pour que chacun puisse se situer par rapport à son usage. Idem au niveau des enseignants. Est-ce que l'usage que j'envisage avec mes élèves est opportun, pas opportun, etc. Moi, je me demandais par rapport à du coup, la création de ces modèles de charte et toutes les balises qu'il y a autour de l'IA. Est-ce que cette création partait d'un questionnement, de retour que vous aviez des écoles, ou vous vous êtes dit, voilà, ce serait bien qu'on mette un cadre en tant qu'institution, en tant qu'organisme? Un peu les deux, puisque les différents services et les technopédagogues étaient contactés étaient questionnés en établissement. On leur demandait, vous n'avez pas des choses à nous proposer? Et non, à l'époque, ils avaient une série de conseils, mais pas de documents formalisés. Et donc, c'est parti de ces différentes sollicitations et on a souhaité faire quelque chose de commun aux différents niveaux d'établissement et libre à chaque établissement de l'adapter. L'intelligence artificielle suscite aussi beaucoup de critiques. On a parlé notamment de la limite par rapport au fait que ça pollue aussi beaucoup de faire une recherche sur ChatGPT ou Claude ou n'importe quelle IA. Quelles en sont, selon vous, les principales limites ou risques pour l'école ? Les risques peuvent être nombreux parce que comme tout outil, ça va dépendre des usages qu'on va en faire. Le mauvais usage d'un marteau peut avoir des conséquences désastreuses. Un mauvais usage de l'IA en aura tout autant. Et donc, en effet, il y a déjà une empreinte écologique qui est importante. Mais c'est surtout avoir conscience de tous les biais que peut produire l'IA, des biais de stéréotypes, des biais de confirmation, ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA qui, pour répondre à une question, est prête à vous inventer quelque chose qui paraît extrêmement crédible, mais qui est totalement faux. Et donc, ça reste un risque majeur à l'école et dans la société. Si on ne développe pas l'esprit critique, le recul et en parallèle une recherche documentaire et une expertise sur un sujet, que ce soit l'enseignant ou les élèves, on peut partir dans une très mauvaise direction en étant persuadé qu'on a pris la bonne direction. Parce que c'est le risque avec l'IA, c'est que ces réponses paraissent toujours extrêmement convaincantes et plausibles, même si elles sont fausses. Et donc, il y a réellement un risque de méconnaître les bons usages de l'IA, la bonne façon, et toujours cet esprit de critique et de recul face à la réponse que l'IA va apporter. Sinon, en effet, on a de gros risques de dérive
dans ses usages et à terme peut-être dans les apprentissages. Un des risques également, c'est d'avoir des usages inappropriés au regard de la législation, des réglementations en vigueur, notamment la législation européenne, l'IA Act, dont on entend pas mal parler, le RGPD, le respect des droits d'auteur. Donc l'IA, comme l'a dit Maxime, a un fonctionnement particulier, c'est-à-dire qu'il va se servir des requêtes qu'on lui fait pour s'instruire, il va les réutiliser. Donc c'est pas comme utiliser une machine à calculer, il faut être conscient de ce qu'on livre comme information à l'intelligence artificielle et pas faire n'importe quoi au risque de ne pas respecter la législation. Et justement, par rapport à l'utilisation de l'IA, parfois il y a des enseignants, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire, comment l'appréhender. Et quels conseils vous donneriez à un enseignant qui se sent perdu face à l'intelligence artificielle? Quel premier pas il pourrait faire pour s'approprier cela et l'utiliser ou pas en classe avec les élèves, voilà. Alors, le rôle de l'enseignant, il est essentiel pour accompagner ses apprenants à maîtriser les compétences attendues à l'aide de l'IA ou en déjouant les biais de l'IA qui sont nombreux, comme Maxime l'a évoqué. Et pour y parvenir, il doit lui-même s'informer, se former et expérimenter. Parce qu'en fait, selon les secteurs d'activité dans lesquels il va exercer, selon les niveaux d'enseignement où il va exercer, eh bien, il faudra qu'il soit bien conscient de l'opportunité ou au contraire des limites de l'IA pour pouvoir les déjouer lui-même et pour pouvoir enseigner à ses apprenants comment les déjouer et comment ne pas tomber dans les pièges de l'IA. Donc, par rapport à ça, c'est essentiel de se former et nos institutions, l'IFEC, l'Institut de formation, et nos conseillers au soutien à l'accompagnement sont évidemment là pour accompagner les équipes, les enseignants, mais aussi les directions à découvrir ou approfondir leurs usages de l'IA. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. J'ai parfois eu des retours d'enseignants qui me disaient mais finalement, qu'est-ce que je suis censée savoir faire en tant qu'enseignant et donc ça répond à la question de s'informer, essayer d'un maximum tenter des choses, l'utiliser, se former auprès de l'IFEC notamment. Et alors aussi par rapport à l'intelligence artificielle, l'un des grands défis aussi, c'est pour les enseignants, c'est l'évaluation, de peut-être devoir évaluer autrement ou d'une autre manière. Est-ce que Maxime, tu peux un peu aborder ce sujet-là ? C'est très clair que ça questionne beaucoup, et à juste titre, tous les enseignants. La question, je dirais, elle est presque transversale quand on reçoit un écrit d'un élève, d'un étudiant, quel que soit son âge, depuis le fondamental jusqu'au l'enseignement pour adultes. La question, c'est est-ce qu'il l'a écrit ou est-ce que je suis occupé de lire la prose de ChatGPT ? C'est une réelle question qu'il faut interroger. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas faire l'autruche là-dessus. Et donc, ça demande de réinterroger notamment le travail à domicile. Qu'est-ce que je vais demander à l'apprenant, quel que soit son âge, par rapport à sa production? Si c'est pour finir par lire des productions de l'IA, je crois que l'enseignant, quel que soit son niveau, a autre chose à faire et n'est pas là pour ça. On voit qu'il y a déjà beaucoup d'enseignants qui ont réagi et qui se sont adaptés. On voit de plus en plus un retour de l'oral ou de la défense d'un travail dans les évaluations, même chez les plus jeunes. On voit aussi des formes d'évaluation qui évoluent. Je vais vous prendre l'exemple d'un projet d'enseignement pour adultes. Plutôt que rédiger un rapport de stage écrit cette année, les étudiants vont être amenés et accompagnés à composer une vidéo où ils vont relater leur stage, mais dans laquelle ils auront 3 minutes de liberté pour introduire de l'intelligence artificielle à travers un avatar. C'est une autre manière d'évaluer. Les acquis d'apprentissage seront les mêmes, faire état des apprentissages en stage. Le format sera différent. Et donc, en s'assurant aussi que l'étudiant prenne la parole devant une caméra, c'est développer des compétences transversales de communication différentes, mais où finalement le message sera toujours structuré. Simplement, il sera multimédia plutôt qu'écrit. Et donc, on voit que les enseignants ont toujours fait preuve de beaucoup de créativité. Et c'est encore le cas ici, même s'il y a des craintes. On voit des formes d'évaluation qui évoluent, ce qui est très bien. Finalement, l'IA a provoqué encore davantage de créativité dans ce domaine-là.
Est-ce que c'est pas justement peut-être un des avantages de l'IA, c'est d'avoir provoqué une certaine réflexion par rapport à l'évaluation, de se dire, je prends le cliché peut-être de la restitution pure, là, ça n'a peut-être plus trop d'intérêt et beaucoup d'enseignants commencent à mettre plus soit sur la créativité, comme tu viens de dire ici, mais aussi sur la compréhension finalement, plus que sur la restitution. Tout à fait. Je crois que, voilà, on s'est tous parfois un peu leurrés, parce que le texte pouvait être écrit par papa, maman, le grand frère ou le cousin qui avait fait le même parcours. Ici, finalement, ça se voit plus parce que ChatGPT écrit de la même manière. Donc, quand on se rend compte que 20 copies se ressemblent extrêmement fort, ça interpelle davantage. Et en effet, ça questionne produire un écrit pour produire un écrit hors du regard de l'enseignant. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a peu d'intérêt. Par contre, expliquer comment on a cheminé pour arriver à cette réflexion, quel ouvrage on a lu, quelle recherche on a fait, quels usages de l'IA on a fait aussi pour affiner sa pensée, on voit bien que là, ça devient une modalité d'évaluation qui est finalement beaucoup plus pertinente à l'heure de l'IA, mais aussi beaucoup plus pertinente à l'heure de compétences complexes et de compétences transversales. Si je sais expliquer comment mon cerveau a fonctionné et comment ma pensée a cheminé pour arriver à un résultat, finalement, on est à un niveau de compétence bien davantage développé que juste mémoriser et restituer, comme tu le disais. Effectivement, et il faut vraiment garder en tête la responsabilité importante qui est dans le chef de nos enseignants, qui, à travers leur formation, leurs évaluations, certifient que des compétences ou des acquis sont maîtrisés par les élèves, et véritablement. Et donc, quel crédit est-ce qu'ils auraient à diplômer des élèves qui, en réalité, maîtrisent l'usage de l'IA, mais pas les compétences qui sont réellement attendues derrière leur certification. Et plutôt que d'interdire, de limiter, d'avoir peur, finalement, de l'IA, il vaut mieux l'intégrer, adapter, ajuster ses scénarios pédagogiques, ses scénarios d'évaluation pour effectivement laisser une sphère de liberté aux étudiants, ne pas se mettre la tête dans le sable en croyant qu'ils n'utilisent pas ou qu'on va tout de suite cerner quand il y a un usage. Mais c'est effectivement modifier ces critères de pondération, accentuer le poids d'une défense d'un travail par rapport au travail. Plutôt que la production purement écrite ou le PowerPoint, etc. C'est plus travailler sur, effectivement, comme le dit Maxime, le making-of de ce travail et ce que l'élève en retient. Oui, c'est ça. Et alors, il y avait d'autres profs, alors je ne me souviens plus de leur nom, mais qui intégraient carrément l'IA dans le cours en disant tiens, je voudrais que vous m'imaginiez une histoire dans le cadre du cours de français, la structurer. Je vous propose de laisser l'IA le faire d'abord, d'avoir vraiment le texte. Et finalement, moi, je veux à côté que vous me fassiez une histoire, soit de vous modifier celle de l'IA, soit de vous utiliser un peu la structure qu'elle a faite, mais réfléchissez un peu à comment est-ce que finalement ça a été construit, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas, est-ce que ça respecte ce qu'on a vu en cours, est-ce que ça respecte pas. Ça, je trouve que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. En intégrant l'IA, on arrive quand même à quelque chose de très 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 bien en finale, quoi. Oui, et ce qui est fondamental, c'est justement éduquer, apprendre à l'esprit critique. Parce que, comme dit Maxime, l'IA est puissante, mais comment moi je déjoue les biais, les erreurs, les hallucinations qui vont parfois être produites et qui ressemblent à s'y méprendre à quelque chose de tout à fait pertinent. Et donc c'est vraiment ça le travail de nos enseignants, c'est d'eux-mêmes apprendre à réaliser ces raisonnements, ces tâches séquencées, et puis après de permettre à leurs élèves d'expérimenter eux aussi et d'utiliser à bon escient, de façon responsable, ces outils. Et ça montre aussi l'absence de créativité chez l'IA, parce que dans l'exemple que tu donnes, quelle que soit l'IA qu'on va utiliser, j'ai déjà fait l'exercice, l'IA va proposer une structure de texte qui est assez similaire, même si on change d'IA. Et donc montrer aux élèves que la créativité est bien une faculté humaine et importante. Cet exercice peut casser le syndrome de la page blanche d'un élève qui va se retrouver là, je dois créer une histoire de A à Z, mais je ne sais même pas sur quoi, de lui donner quand même une trame narrative et de dire, mais voilà, change les personnages, donne leur vie, donne leur corps, donne leur des caractéristiques propres et change l'environnement, etc. Et de les guider. Et pour des élèves parfois en difficulté avec l'écrit, l'IA peut être un tremplin pour se lancer et continuer dans le schéma narratif et produire avec créativité ce que l'IA ne serait pas capable de faire. Oui, il y a toujours ce côté quand même très impressionnant
elle peut produire en 2 secondes ce que nous, on mettrait peut-être une heure à faire, mais tout est assez balisé. Et même quand on lui demande, déjà, on avait fait l'exercice, je me souviens, peut-être il y a 2 ans, où j'avais déjà reçu un podcast, moi j'avais posé des questions en disant, tiens, invente-moi un instrument qui n'existe pas. Donc, un instrument de musique. Il a inventé, ChatGPT a inventé un instrument de musique qui n'existe pas. C'était une combinaison de 2 trucs. On a refait l'exercice plusieurs fois. À chaque fois, c'était des instruments différents. Mais finalement, la construction et la méthode de faire étaient tout le temps similaires. Donc, c'est comme si c'était une créativité, mais un peu une créativité formatée, qui n'est pas la même que la nôtre. Et c'est aussi montrer finalement le cadre dans lequel il fonctionne. Donc, C'est vraiment l'intelligence artificielle dans son fonctionnement. Hein. C'est résoudre un problème. On lui pose un problème et c'est mobiliser des données. Mais ces données, elles sont redondantes. Si on a nourri l'IA avec de la littérature, elle reprend les codes de la littérature et globalement, elle va reprendre les codes du conte de fées en mettant un petit garçon, une petite fille qui vont rencontrer un méchant. Et elle ne va pas changer, elle ne va pas innover dans les histoires qu'elle pourra raconter. Elle va juste agréger ce qui statistiquement d'ailleurs est le plus fréquent dans les contes de fées. Et donc on aura quelque chose qui est assez plat finalement et qui n'est en aucun cas créatif tel qu'on pourrait l'entendre. Oui, ce sont des statistiques, ce sont des algorithmes et on ne peut pas attendre autre chose d'eux. C'est mathématique. On ne va pas avoir une histoire complètement loufoque. Ça va être un truc assez... qu'on lirait dans la moyenne des livres d'histoire ou de contes de fées, comme tu le dis. Et l'IA n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotions. Il ne faut pas l'oublier, même si parfois la manière dont le rendu paraît humain, il l'est absolument pas. Quels sont, selon vous, les prochains développements de l'IA qui auront le plus d'impact sur l'éducation dans 5 à 10 ans ? J'ai plutôt envie de répondre quels sont les prochains développements dans les 6 prochains mois. Parce que quand on voit la rapidité avec laquelle ça se développe, je vais donner un simple exemple. Dans les IA de Google, comme NotebookLM ou Google AI Studio, en quelques mois, on a vu apparaître la création de vidéos sur base d'un texte. Ça paraissait quasiment impossible il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est une réalité, avec ses petits couacs, avec ses petits bémols, mais qui seront certainement gommés d'ici 6 mois. Ce qui veut dire que, dans 1 an, ça nous paraîtra presque logique de créer une vidéo éducative et intéressante et pertinente sur base d'un texte. Aujourd'hui, on peut créer des podcasts avec NotebookLM sur base d'un simple texte. C'est assez bluffant, ouais. C'est très bluffant, c'est presque inquiétant dans certains cas. Clairement. Parce que et donc, l'évolution sera aussi ce qu'on en fait. Évidemment, plus les usages vont se développer, plus finalement les IA vont apporter des réponses. Je crois en tout cas que si on se projette dans 5 ou 10 ans, la question sera moins celle de ce que fera l'IA que ce que nous, humains, on sera capable d'en faire. Et je crois que l'enjeu, il est là, arriver à être suffisamment formé, outillé et critique pour que quand l'IA fera partie de notre quotidien au même titre qu'Internet, on soit capable de l'utiliser avec intelligence, avec parcimonie pour des questions environnementales et finalement d'en faire un réel outil à part entière qu'on utilise quand on en a besoin. C'est une très belle conclusion, Maxime, mais est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter ? Simplement, comme tous les outils, c'est un bel outil, mais ce n'est pas l'outil qui est bon ou mauvais, c'est l'usage qu'on en fait qui va déterminer cela. Et puis, l'enjeu, comme vient de le rappeler encore Maxime, c'est vraiment d'être capable d'évaluer la qualité de ce que l'IA propose, de déjouer son fonctionnement, les deepfakes, etc., pour vraiment garder son esprit critique en alerte et être toujours à même d'avoir un discernement par rapport à tout ça. Merci beaucoup Maxime et Sonia pour votre intervention dans le podcast. On l'a bien compris, donc l'intelligence artificielle n'est pas une baguette magique, ni une menace à redouter à tout prix. C'est un outil qui peut enrichir nos pratiques à condition d'être compris, réfléchi et encadré. On ajoutera bien sûr en description de l'épisode les 3 documents élaborés par le CEGEC ainsi que d'autres outils et ressources sur l'intelligence artificielle proposés également par le CEGEC. Oui, et donc moi je me joins mes remerciements. Merci à vous deux pour vos explications, vos éclairages, vos remises en contexte. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Merci aussi à vous les enseignants et les directions de nourrir chaque jour cette réflexion de vos classes et vos écoles. Alors on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'heure de fourche. Est-ce qu'on sait déjà le thème ? On peut l'annoncer, pas encore ?
On va laisser le suspense. Hein. On va laisser le suspense, ok. Et donc n'oubliez pas non plus que si cet épisode de l'heure de fourche vous a plu, il faut le partager, il faut le noter, et ça sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify ou autre. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.